Mes chers amis, bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs, les nombreux téléspectateurs qui nous regardent de plus en plus. Et ce soir, aux couleurs du Barça retrouvé, j'ai une équipe un peu remaniée, avec toujours des nouveaux qui font le job. Et à ma droite, ce soir, il y a Mathieu, Matt le Buzz. C'est ça, bonjour. Ça se trouve, c'est la dernière émission. Ce qui se passe, on va peut-être pas faire deux. Au revoir. Celui qui a le sens de la formule et qui a le copyright sur le match d'Ibof, j'ai nommé Patrice. Merci, je suis content d'être là avec cette nouvelle équipe également qui va forcément être performante. Jolie chemise. Comme toujours. Celui qui a toujours le nez creux sur les matchs nuls, mais aussi les cheveux qui vont avec. Guillaume Michaud. Je suis comme Neymar, je sais pas taper les pénaltys, mais ça va, je sais faire des pronos. C'est le meilleur tireur du monde. Et ce soir, j'ai le plaisir aussi de vous présenter notre invité qui nous vient de La Rochelle. Ça se voit pas, il aime les floupes et le jus Maracuja. Mais il a été aussi à mes côtés sur un procès un peu compliqué cette semaine. Donc, maître Grégory Dorange, un plaisir de vous recevoir à la fin de match. Merci, c'est un plaisir d'être enfin titulaire. Donc, merci de votre confiance. Voilà, messieurs. Alors, cette semaine, une semaine riche. Déjà, on revient sur cette fin de série, sur le 8e de finale en Ligue des Champions. Des commentaires, on se dit, à part Liverpool qui avait fait je crois que c'était Manchester City qui avait fait le job il y a quelques jours, on sent bien que il y a une neutralisation entre les principaux rivaux, plutôt des matchs nuls, matchs équilibrés. Ça se resserre un peu au niveau. Il y avait 4 équipes qui sortaient un peu du lot, je trouve, qui étaient sorties loin devant dans leur phase de poule. C'était Liverpool et City qui effectivement balayaient leur adversaire. Et on attendait le Bayern. Le Bayern, finalement, ils ont fait un match nul assez accroché à Salzbourg. Et puis on attendait l'Ajax, le grand Ajax, et finalement ils ont été même dominés à Benfica. Donc on peut peut-être s'attendre à des petites surprises, notamment avec la nouvelle formule sur les matchs retour. Il y a des matchs à surveiller, effectivement. Ouais, la nouvelle formule change tout en fait. C'est vrai, effectivement. Même quand tu vois un 2 ou 2-0 à l'extérieur, ça change rien. C'est balle au centre, si tu fais 2-0 ou 3-1, c'est la même chose. Tu peux gagner 4-2 et tu vas en prolongation et finalement c'est toi qui as l'avantage. Bayern est un peu en crise en ce moment. Ouais, j'ai vu ça, ils ont perdu. C'est New York en fait, le problème qu'il n'y a pas à New York en ce moment. Effectivement. Non, mais tout est ouvert en fait. Tous les matchs ont été un petit peu équilibrés, on va dire. À part peut-être celui de Lille qui a un petit peu pêché par faiblesse de défense, mais c'est vrai que Chelsea et surtout ils ont eu un grand N'Golo Kanté qui a fait des misères à cette équipe de Lille. Encore une fois, tout est possible au retour parce que Lille peut réagir. Chelsea n'est pas une équipe très constante. Donc les matchs retour, de toute façon, vont être très serrés. Je pense que ça va être encore de beaux spectacles. Effectivement, là, l'abandon de la règle du but à l'extérieur fait l'approche n'est plus la même. Vous le disiez la semaine dernière, par rapport au match PSG-Real, c'est là aujourd'hui on peut plus faire les mêmes pronostics qu'on faisait les saisons dernières en disant là c'est sûr qu'au match retour telle équipe va gagner ou pas. Donc tout est encore joué, sauf peut-être pour la petite équipe, pardon de le dire comme ça, qui a rencontré Manchester City la semaine dernière. Les Minots. Exactement. Les gars, aussi un petit retour sur notre grille la semaine dernière. Guillaume, alors je vais applaudir Pascal, bravo Pascal, qui a fait un joli 11 sur 14 avec une grille qui était très compliquée. La synthèse a suivi un peu des pronos quand même. Donc pareil. Donc voilà, tous les gens qui ont suivi la synthèse ont gagné un petit peu d'argent. Voilà. J'ai fait 12, moi j'ai pas joué. T'as pas joué. Donc tu t'es peut-être trompé sur Marseille, clairement. J'ai envoyé. Vas-y là. C'est le fils de ton père, il a fait 14 sur 14 l'an dernier, il n'a pas joué. J'ai mal joué parce que j'ai pas fait les triples, les doubles et tout. J'ai juste fait un truc. Donc, bien joué. Je peux faire 14 sur 14. Non, la grille était difficile, c'est vrai, mais on s'est bien débrouillé. Oui, parce qu'il y avait quand même une victoire de Marseille à Clermont, que je pense qu'il y a peu de gens. De Clermont à Marseille. Ça, j'avais vu ça. Bien joué, parce que. Clermont, c'est une équipe joueuse et Marseille. Et le fameux Inter Sassuolo, comme chaque année, Sassuolo fait sa petite surprise à Meazza et voilà. Et quand Paris aussi fait un faux pas, tout le monde fait un faux pas, généralement. Faut suivre le match du vendredi, effectivement. Et puis, Patrice, peut-être un petit mot sur, historiquement, 7 matchs de suspension pour le coach de Metz, Tonetti, on sait qu'il a le sang chaud, on sait que c'est quelqu'un qui ne ménage pas ce qu'il a à dire, qu'il veut le dire, et c'est vrai que ce qui est arrivé est un peu dommage, c'est pas un bon exemple pour la jeunesse,
Bon, je crois que c'est déjà arrivé. Hein. Je crois que c'est Comboiré qui avait pris 8 matchs aussi comme ça. C'est dommage. Voilà, il purgera sa peine et j'espère que pour lui que l'équipe de Metz s'en sortira quand même. Je suis pas très confiant. Alors, monsieur d'Orange, vous êtes avocat, donc ce soir vous allez me substituer pour parler à la défense. Votre client, c'est Antonio Conte. Il est accusé de tentative de complicité en déchoucage. Je sais que vous avez fait des recherches sur le déchoucage. Oui. Alors voilà, le coach de Tottenham, acceptez-vous de défendre ce client? Il n'y a pas d'affaire que je refuse, donc avec plaisir. Oh, j'aime déjà. Pourquoi compter Conte, qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, il n'a pas empêché Burnley de gagner. Et il a beaucoup critiqué ses dirigeants. Donc, Nouvelle défaite c'est pas courant. de Tottenham, qui va jouer maintenant le métier apparemment. Enfin, je donne déjà des billes, mais voilà, il joue le métier. C'est Vous prématuré. exagérez quand même. Voilà, messieurs, commençons cette grille qui sera validée ce dimanche. Cette grille qui va encore rapporter avec le concours de la Française des Jeux pour une mise de 96 euros, toujours 500 000 euros, il me semble. Toujours ça. Donc, une grille à valider avant 9h55 dimanche 27 février. Donc, j'ai envie de dire, Mathieu, le premier match, Lyon-Lille. Alors moi je pense que je peux déjà dire que c'est Lyon qui va gagner. Donc Lyon à domicile. Lille ils ont joué cette semaine donc ils seront un peu émoussés. Lyon ils ont un match par semaine donc ça, c'est beaucoup mieux. Lille en ce moment la défense centrale, les Boteman, même Thiago Diallo sur les côtés, c'est pas dingue. Lyon je trouve que même après le départ de Guimaraes ils ont bien géré leur milieu de terrain qui est pour moi excellent. Avec Romain Fèvre au milieu et Lucas Paqueta. Donc non, ça joue bien au foot, Lyon. Moi, ça me fait plaisir. Là. Un bon coup de main aussi. C'est un nouveau Lyon qui est très plaisant. Comme le Barça. Qui est très plaisant à voir et voilà. Et moi, ça me fait plaisir de les voir. Ça joue bien au foot. Je suis du même avis que lui. Patrice, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça va être un match quand même assez indécis quand même. Hein. C'est deux clubs qui ont les mêmes faiblesses et les mêmes forces, on va dire ça. Et en même temps, depuis le début du championnat, que ce soit Lyon ou Lille, ils ont des jeux que moi j'appelle sans couleur et sans saveur. Je ne dirais pas que c'est un match bof, parce que quand même, ce serait faire injure aux champions de France qu'est Lille et à la grande équipe qu'est Lyon. Mais quand même, on se rend compte que c'est des équipes n'ont rien montré depuis le début de ce championnat. T'as vu Lyon jouer, après, alors évidemment, il y a du mieux. Il y a du mieux dans le jeu depuis quelques temps. C'est vrai que l'arrivée de Fèvre à côté de Paqueta, je pense, va leur faire beaucoup de bien. En plus, ils ont. Alors, il y a Deneyer qui n'est pas là en défense, ça peut aussi être un problème. Par contre, Boateng sera présent. Donc, je pense que Lyon, effectivement, est favori sur ce match. Mais attention à Lille, parce que Lille, même si c'est une équipe inconstante, marche bien à l'extérieur. Et on sait que Lyon, souvent, chez eux, ont du mal. Donc, je ne dirais pas que c'est un match piège, c'est un match qui peut, encore une fois, réserver des surprises. Et donc, je suis un petit peu réservé sur mon pronostic. Moi, je dirais nul sur ce match, parce que les deux équipes, à mon avis, vont se neutraliser. Parce que Lille, encore une fois, a besoin de points. Et Lyon, même s'ils ont une équipe quand même qui maintenant commence à prendre tournure, a quelques faiblesses quand même. Donc je dirais nul sur ce match. Alors Guillaume, est-ce que le match, cette défaite 2-0 contre Chelsea va laisser des traces, ce match-là? Non, parce que c'est quand même une compétition qui est vraiment à part. L'adversaire est vraiment à part par rapport à ce qu'on peut rencontrer de manière générale en Ligue 1. Donc, et puis honnêtement, moi, je trouve la prestation de Lille assez intéressante sur certains points. Ils sont fait contrer par... La fameuse salade de regret, tu sais. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'ils prennent un but sur un coup de pied arrêté, sur un contre mené par Kanté, tout simplement. En face, là, il n'y aura pas Kanté, il y aura plutôt un milieu de terrain bien fourni, pas vraiment très fort sur les transitions. Donc une équipe qui finalement n'a rien à voir avec Chelsea. Et à Lyon, ils ont été courageux contre Lens, mais c'est pas forcément une top équipe. J'ai vu le petit jeune en défense là qu'ils ont mis là, qui était là en début de saison, qu'ils ont retiré un peu, qui est revenu là. Non, j'ai pas. Un petit jeune, je sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui a remplacé Boateng, qui a été mis un peu. Ah oui, Boateng c'est pas. Vraiment bien, ça, la D'accord. défense centrale, et je pense que là c'est pas mal. Bon, match à suivre, effectivement. Donc je pense effectivement qu'on n'aura pas. On a deux bonnes défenses et je suis parti un peu comme Pascal sur le nul. Mais j'ai tenté le coup de Lille parce que je sais qu'ils ont des points à récupérer et ça peut être un coup de Lille, je pense, à Lyon.
Donc le nul ou la victoire extérieure. Ok, alors avant que Grégory puisse intervenir, est-ce qu'on peut regarder l'historique des confrontations entre les deux clubs? Ça a l'air très équilibré. Donc 39 victoires pour Lille, 37 pour Lyon et puis 29 matchs nuls. Greg, ça donne quelques indications? Pas du tout. Bon, je pense que ça va être encore plus serré là par rapport aux statistiques parce que moi je pronostique une victoire de Lyon. Même si là c'est vrai que la dernière journée de Ligue 1, tant Lille que Lyon ils ont fait match nul. Mais là Lille c'est quand même 2 matchs sans défaite, sans victoire plutôt, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je suis pas sûr que là la dynamique reprenne. Là je ferai plus confiance à Lyon qui, là je te rejoins tout à fait, hein, un match en moins, joue moins, a le temps de se reposer. Une équipe vraiment belle, surtout avec le recrutement qui a eu lieu. Donc, non. C'est Loukeba, le petit. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Donc effectivement, plus Lyon. Victoire de Lyon. En tout cas, faites attention aussi au prompteur. C'est vrai qu'il y a les 2 points, 2 points seulement. C'est vrai qu'on a le 8e contre le 11e. Un malheur quand même à celui qui prend ce match, puisqu'il y en a un qui va peut-être commencer à penser plus au maintien et l'autre qui peut se retrouver européen, parce qu'on a toujours vu depuis quelques temps qu'on a très peu de points entre le 4e et le 8e. Donc malheur aux perdants. Malheur aux perdants. C'est 2L, mais ils avancent à la vitesse d'une 4. Exactement. C'est pas XL. Deuxième match, monsieur, 3 à Marseille. J'ai vu que certains ont osé mettre défaite de Marseille 2 de suite. C'est des Parisiens, ça. Je suis parisien, mais je ne vois pas Marseille perdre 2 fois de suite. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord. Ce serait déjà la crise. Et surtout contre une équipe de 3 qui est vraiment dans une, j'appelle ça le bad mood, qui est en train de, qui flanche mentalement. Et je crois que là, ça commence à être très compliqué pour les Troyens qui trouvent même plus le système, plus l'attaque aussi. Ils se sont beaucoup cherchés avec Ripard qui était blessé. Ils ont mis Rodriguez, ou c'est Dominguez ou Rodriguez, enfin l'attaquant. Voilà, c'est compliqué en ce moment. Donc moi je dirais que le Marseille va gagner ce match. Retour de Bamba Dieng aussi. Donc entre Milik, Bamba Dieng Bakambu, il y a quand même matière à gagner ce match. Donc je pense que oui, ça va le faire pour Marseille. Donc défaite extérieure pour Marseille. Victoire de Marseille, voilà. Pour Patrice. Déjà, je dirais que je suis de l'avis de Guillaume sur le fait que 3, à mon avis, est une des équipes qui va descendre cette année. Parce qu'effectivement, ils sont dans l'ascenseur. Et rien n'indique que ça puisse changer. Maintenant, vous me connaissez, hein, je reste prudent sur les certitudes. Et je ne fais jamais abstraction au phénomène psychologique qui fait que quand on vient à 3 et qu'on s'appelle Marseille, on peut peut-être arriver un petit peu en chaussettes. Et c'est ça un petit peu que je crains. N'oubliez pas que Rami, qui est à 3, a été Marseillais longtemps. Et que peut-être que souvent on se dit, tiens, c'est l'ancien du club qui peut faire la décision, pourquoi pas un but de Rami à la dernière minute. Et que... Après Marseille a joué jeudi aussi. Donc voilà, donc moi je dis que, attention, rien n'est certain dans ces matchs-là aujourd'hui. Quand un petit rencontre un gros, regardez ce qui s'est passé avec Nantes contre Paris. Comment imaginer que Nantes puisse battre des équipes avec Messi, Neymar et même Mbappé 3-1. Bon, donc c'est une faute professionnelle. Ah oui, donc, bien sûr. Donc effectivement, je suis là avec l'avis de Matt Lebuzz sur l'idée que Marseille ne peut pas perdre 2 fois de suite et refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Mais moi, je suis parieur et je dis attention. Donc je préconise effectivement une victoire de Marseille, mais je vais quand même sécuriser avec un petit nul. On ne sait jamais. Parce que tout est possible dans ce foot incroyable. Ouais. C'est vrai que tout est possible, mais par contre, quand on regarde les stats, 3 sur les 2 derniers matchs et 9 buts encaissés. Les 2 par des équipes bretonnes, donc ils sont un peu au fond du trou. Marseille, c'est un peu plus la forme et c'est un peu plus le moral avec la victoire 3-0 contre Karabakh en ce milieu de semaine. Donc franchement, le titre c'est le cheval de 3, je crois qu'il y a un virus à 3 à mon avis, qu'il risque de pas mal souffrir ce dimanche. Donc victoire de Marseille pour moi. Regardez encore l'historique des confrontations entre le cheval de 3 et la belle équipe de Marseille Dauphin. Quand même 12 victoires donc, de Marseille, 3 victoires et 5 nuls. Je sais pas, est-ce que c'était l'époque où Marseille était en seconde division? En tout cas, ce ne sont pas beaucoup rencontrés que 20 confrontations. Grégory. Ouais, je pense que c'est une victoire de Marseille, même le Parisien que je suis, quand même avoir cette objectivité de dire que je ne vois pas Marseille perdre à 3. Notamment grâce au 3-0, là il va être quand même dans cette dynamique en fait, comme tu disais Dauphin, donc en fait là on est sur la fin de saison, hein, donc tous les matchs comptent, faut pas lâcher. Ceci dit, même si je pronostique Marseille, je dis quand même faut être prudent, je pense pas que Marseille va écraser 3, je pense que ça sera un petit score, voilà, mais qui feront le boulot.
Voilà, messieurs, troisième match, Brest-Lorient. C'est un derby, ça. C'est un derby. Et comme derby, j'ai un peu. Voilà, fallait bien prendre des risques sur ce match-là. J'ai mis une petite pépite sur Lorient, à l'extérieur, en vocation, parce que c'est vrai que Brest joue bien en ce moment. Ou un match nul, parce que c'est un derby de l'Ouest. Donc, je sais pas. Matt. Alors, moi, c'est Brest. Alors, je vais vous expliquer. Brest, vous m'avez dit il y a 2-3 semaines, j'aurais peut-être dit nul. Mais aujourd'hui, Brest. Alors, ils se sont beaucoup cherchés parce qu'en fait, ils ont Mounier, ça marchait pas. Cardona en difficulté. Le Droiron qui est venu après se retrouve aujourd'hui en difficulté. Et ils ont sorti la pépite, Satriano. Je sais pas si vous avez vu, c'est un Sud-Américain exceptionnel. Il est uruguayen, tu vois. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Il est exceptionnel. Balle aérien, il apaise le jeu de Brest. Et donc Brest pour moi va gagner ce match. Et je dis même doublé de Satriano. C'est précis. Je crois savoir, par indiscrétion, que le grand-père de Matt était breton et il était de Brest. Ça peut expliquer son... Le côté alimentaire. Voilà. Non, mais, alors, c'est vrai que c'est un match compliqué quand même, parce qu'un derby, c'est toujours compliqué à pronostiquer. Surtout que Brest et Lorient sont deux équipes qui ont à peu près les mêmes histoires. Alors, moi, je suis toujours dans l'esprit du psychologique. Je me dis que Lorient, c'est l'équipe en ce moment qui a le plus besoin de points, puisqu'ils sont dans la fameuse charrette des 21 points et qui peut descendre à tout moment. Donc, je pense que c'est quand même eux qui ont le plus faim. Même si Brest a des armes, comme l'a dit Matt, quand même assez efficaces, et notamment ce petit gars là qui arrive. Et normalement, c'est vrai que ça devrait être un match, je dirais, qui pourrait revenir à Brest. Mais, encore une fois, Lorient, aujourd'hui, c'est comme toutes ces équipes qui vont se battre pour la descente ou pour le maintien. La dernière chance, c'est de gagner ou de faire match nul sur ces matchs-là. Donc, je pense que j'ai peur que ce match-là, Brest et Lorient, se neutralisent et qu'on ait encore un match nul. Donc, moi, je vais rester sur l'idée que ça va être un match nul, encore une fois, parce que les deux ont des intérêts différents. Brest, c'est pour confirmer sa renaissance, on va dire, parce qu'effectivement, ils ont une équipe maintenant qui a l'air de bien marcher. Et Lorient, pour ne pas descendre et qui ont vraiment, ils ont besoin de points, donc il va falloir tout faire pour en gagner, voilà, tout simplement. Donc moi je mets match nul sur ce match. Match nul. Moi je vais revenir un peu à mes pronostics dont j'ai l'habitude, c'est le Brest à domicile. C'est le Breton là, qui arrive et souvent à domicile sont vraiment coriaces. Il y a eu des victoires notamment 5-1 contre 3, 2-0, je sais plus contre quelle équipe à domicile. Donc ils sont quand même à domicile assez costauds. Un bon résultat la semaine dernière en déplacement aussi. Et de l'autre côté, Lorient, ils ont été, je trouve, décevants lors du dernier match contre Montpellier. Ils se sont fait mener 1-0 et on n'a jamais senti qu'ils pouvaient revenir dans le match en fait. Donc, très faible. Ouais, finalement, on avait eu un bon Lorientais en début de saison, un bon Mofi, et puis les gars ils se sont un peu calmés. Donc on compte surtout à Lorientais, un joueur d'origine guadeloupéenne, on en parle très peu, mais c'est un gars de chez nous. Et donc je mettrais comme la victoire de Brest du coup, avantage à domicile. Mais match accroché, c'est un derby, attention. Regardons encore l'historique des confrontations entre les deux équipes dans ce derby. Donc 15 victoires pour Lorient quand même, qui mène 8 matchs nuls et 10 victoires pour le stade brestois. Non, je suis plutôt sur un match nul, vraiment. Alors c'est vrai que Brest marque bien, mais là je verrais bien un 0-0. Vraiment, c'est contre tout ce qui a été fait avant. Là, c'est vrai que les derniers matchs qu'ils ont eu, je crois que c'était à Reims, un partout. Là, pour Brest, Et Lorient, c'est vrai que, comme tu disais, Guillaume, ils sont jamais revenus après avoir été menés par moi, chez eux en plus, face à Montpellier. Mais non, là, je ne sens pas un match passionnant. Vraiment, malgré les enjeux, malgré tout ça, moi, je vois un match nul, sans but. Donc un match bof. Voilà, dit autrement, oui. Bof et breton, c'est pas mal. Pourtant, ce qui vient, parce que prochain match, messieurs, Angers-Lens, Angers à domicile. Pourtant, moi je dis hommage et plutôt avantage à Kakuta, Fofana, Klaus, Kalimundo. Comme je disais la dernière fois, c'est mes deux équipes préférées du championnat. Sauf notre gueule, tu te rappelles la dernière fois. Voilà, donc c'est Angers et Lens, c'est les équipes les plus sympas à regarder cette saison. Donc un avantage à Lens qui est pour moi l'équipe de la saison. Et du coup, je suis un peu mitigé, mais je dirais quand même victoire de Lens. Qui, après, il y a un match quand même, parce qu'Angers à domicile, c'est sympa. Les Sofiane Bouffal, les Flugini,
Non, c'est pas mal. Donc, Il faut resserrer un petit peu en défense aussi à Lens, puisque quand Bordeaux vous met 2, c'est un peu. Ouais, non, mais ils ont failli mettre une belle tôle à Bordeaux, ils se sont relâchés. Ils en ont pris, voilà. Et j'avais prévu cette tôle là, en plus, je l'avais dit ici. Ouais. Mais ouais, donc je dirais victoire de Lens, petite victoire de Lens, mais ouais, Angers va leur poser des problèmes, mais Lens, ouais, s'ils mettent le pressing en place de d'habitude, normalement ça devrait le faire. Moi, j'avoue que l'année dernière, j'étais fan aussi de ces deux équipes, mais cette année, autant Angers que Lens, je trouve que ça mollit un peu. Alors Angers, franchement, je pense que le départ de leur entraîneur fétiche, Moulin, a été un préjudice pour eux, parce qu'en perdant cet entraîneur qui a amené justement un football léché, différent, je trouve que c'est une équipe qui est devenue une équipe bof, tout simplement, parce que match après match, ils perdent toutes leurs rencontres. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Depuis, je crois qu'ils avaient gagné contre 3, et puis après, on n'a plus rien eu. Et puis ils sont un peu dans une spirale infernale. Attention, danger, ça peut revenir derrière. Ils ne sont pas encore à l'abri. Et Lens, je trouve aussi, a perdu son fighting spirit, la petite éclair qu'ils avaient au départ du championnat où tout leur réussissait, ils faisaient des matchs exceptionnels. Ils ont perdu contre Lorient. Voilà, par exemple, Ils ont battu Bordeaux, certes, mais voilà, ils ont fait nul contre Lyon. Donc c'est une équipe qui reste quand même intéressante à voir jouer. C'est une équipe dynamique, mais malgré leur Fofana, Kalwendo, Klaus et compagnie, je trouve qu'ils ont une petite baisse de régime. Mais bon, contre Angers, franchement, je crois que même si c'est à Angers, ils ont toutes les chances de gagner quand même, parce que Angers aujourd'hui, malheureusement, ne propose rien de vraiment attrayant. Donc moi, je dirais victoire de Lens. Mais attention, match difficile quand même, ça va être compliqué. Alors Guillaume, à Angers, problème de tendresse, d'agressivité, on parle même d'angélisme. Ah non, mais c'est pas, ils sont pas dans de bonnes dynamiques, les deux équipes, que ce soit à côté Lensois et Angers 1. Il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est ça. Donc je pense que les deux équipes ont déjà eu des périodes meilleures. Et en plus, là, quand on regarde le classement, il y a 13 et 10, elles peuvent pas espérer grand-chose actuellement. Donc elles vont pas forcément se battre beaucoup sur le terrain, je pense. Voilà. Donc je m'attends à un match nul, mais comme j'ai un petit coup de cœur pour Lens en termes de jeu, et puis qui voyage quand même assez bien Lens. Moi je trouve, on se souvient de certaines victoires à Marseille notamment. Donc c'est pas inenvisageable qu'ils gagnent. Donc je mettrais soit victoire de Lens, soit match nul. On regarde encore l'historique des confrontations entre l'équipe de Lens qui a rapporté 21 victoires, 17, c'est pas très, c'est plutôt équilibré également, 17 nuls et 17 victoires pour Angers. Allez, on se rapproche un petit peu de La Rochelle, un petit peu. Ouais, doucement, très doucement, mais bien que Rochelet, c'est quand même Lens que je voyais gagner au départ. Mais comme c'est un match difficile, à Angers, j'ai quand même dit nul ou victoire de Lens. Je vois pas Angers gagner d'aucune manière, mais faut être prudent. Même si c'est vrai que j'aimais bien voir jouer Lens, surtout au début du championnat. C'est pas que j'aime moins bien les. Est-ce que tu as vu la première mi-temps à Bordeaux? Non. Elle était belle, mais oui. ils sont relâchés. Mais oui, mais sur cette seconde partie, c'est un match référence. C'est un peu inquiétant. Ils avaient mis 6-0 à Clermont aussi, je crois. Moi, je les trouve toujours bons. Moi, je suis moins émerveillé qu'au début. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai qu'au début on les attendait pas. En tout cas dans cette qualité de jeu et tout, mais non, là je vois pas Angers gagner, mais je suis pas certain que Lens gagne, donc c'est pour ça que je dis nul ou Lens. Moi j'appelais comme ça Angers avant. On voit pas assez. Lis ce que tu aimes bien. Angélina Jolie. Restons concentrés messieurs pour ce dernier match de cette première partie. Il m'a perturbé là. Un match de toutes les incertitudes entre Clermont et Bordeaux. Matt? Alors là, c'est le match où mon cerveau ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, Bordeaux, j'ai joué à Bordeaux quand j'étais jeune. Et c'est l'équipe qui me tient à cœur. Je vois Clermont, ils peuvent les démonter en vrai, Clermont. Parce que c'est deux équipes. Vu le jeu de Clermont, Bordeaux ne saura peut-être pas gérer ce jeu-là. Et j'ai peur que ça fasse un match catastrophe pour Bordeaux, mais j'espère pas. Donc je vais dire nul, mais c'est pas le cœur, c'est le cœur qui parle, pas le cerveau. Donc un nul, mais du cœur. Patrice, une couverture complète là-dessus ou bien des certitudes? Vous les avez pensé. Déjà, j'avais déclaré Bordeaux, rappelez-vous, la semaine dernière. Impronosticable. Voilà, équipe impronosticable. Pourquoi? Mais tout simplement parce que
normalement, avec l'effectif que Bordeaux a, il devrait être au minimum 10e aujourd'hui, 9e. Bon. Ils ont une belle attaque, il faut le dire, mais alors la défense, ils ont la pire défense d'Europe. Ils sont champions d'Europe de mauvaise défense. C'est quand même un beau titre. Hein, non, mais c'est vrai que c'est un match qui va être compliqué. Et oui, j'ai mis ma couverture totale là-dessus parce que c'est un match impronosticable. Alors, si je veux aider un peu les parieurs, je vais leur dire que Clermont, c'est vrai, joue chez lui, que Clermont a l'avantage de la surprise souvent parce qu'ils font des matchs où on les attend pas. Mais là, Bordeaux, ils ont besoin de points. Bordeaux, c'est où ils gagnent ce match, où ils descendent. Donc, je pense qu'ils vont mettre toute leur force dans la bataille et que Clermont, malheureusement, cette fois-ci, devrait plier. Peut-être. Mais rien n'est sûr. Parce que quand même, Bordeaux, ils ont quand même des Wang, ils ont quand même des joueurs expérimentés, ils ont une expérience, ils ont une histoire. Donc ça me ferait mal, je suis un peu comme Mathieu, de les voir descendre. Donc je me dis que c'est pas possible. Donc je pense que sur ce match-là, ils vont gagner et que malheureusement, donc Clermont cette fois-ci va sceller. Donc moi j'ai mis ma couverture totale, mais je conseille aux parieurs peut-être d'aller chercher une victoire de Bordeaux. Voilà. Bah, c'est un match qui sent bon le pinard et le fromage, hein, quand même. La bonne France. Non, moi aussi j'ai beaucoup d'affection pour Bordeaux. Très dur de pronostiquer. J'aurais bien mis mon triple. Mais effectivement, j'ai gardé pour un autre match un peu plus tard dans la grille. Donc je vais jouer sur le côté un peu Guillon, un nouvel entraîneur de Bordeaux, qui entraînait récemment, qui a un jeu assez obscur, en fait, on va dire, assez défensif. Et clairement, je sais pas si ils vont attaquer de toute manière, comme ils ont l'habitude de faire. Ils peuvent se faire contrer. Ils sont aussi une équipe assez utopique, je trouve. Ils jouent et des fois, ça leur réussit pas parce qu'ils se font contrer, parce qu'ils sont pas assez réalistes, en fait, assez pragmatiques, je pense. Donc j'ai joué le nul et éventuellement la victoire de Bordeaux qui peut marquer un but en contre avec leurs attaquants. Historique de confrontation entre ces deux équipes, donc Clermont et Bordeaux, se sont-ils souvent rencontrés? Je le sentais. Il n'y a pas de match nul, apparemment. Et on ne compte même pas les matchs de coupe. Est-ce qu'ils sont comprises ou pas? Ça résume bien donc, l'histoire. ça aurait pu être le match bof, mais en même temps très compliqué à pronostiquer. Hein. 2 victoires pour Clermont et 2 victoires pour Bordeaux. Bayo de retour. Oui, il marque. Ouais, Bayo de retour, ouais. Exactement. J'ai peur. C'est un bon petit celui-là. Ike Bayo, hein, Mais si on fait la pause, on se retrouve. Attends, on a oublié quelqu'un. Oui, Bah oui, je me suis pas encore exprimé, c'est important. Non, si on regarde le dernier match, on peut se dire que voilà, Clermont qui a quand même battu Marseille 2-0, tandis qu'il y a eu un match nul face à Monaco s'agissant de Bordeaux, on aurait tendance à dire que c'est Clermont qui va gagner. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils vont rééditer l'exploit, donc moi j'allais plutôt pour une victoire de Bordeaux, mais je reste prudent quand même, et donc il peut y avoir un match nul. Donc moi c'est nul ou victoire de Bordeaux. Donc couverture Exactement. partielle. Ok messieurs, donc cette fois-ci on se retrouve dans quelques instants. On fait la coupe au pub et puis n'oubliez pas l'application Feuille de match pour ravir ces 500 000 € le pactole pour ce dimanche. Mais mesdames, messieurs, on se retrouve toujours ici à Feuille de match avec toujours la belle équipe. Matt Le Buzz, Patrice, Guillaume Michaud et puis notre confrère, en tout cas invité, Maître Grégory d'Orange. On se retrouve pour ce 6e match à Metz, Nantes. Match aussi, difficile à pronostiquer, mais pour autant, vu la forme actuelle de Nantes, moi j'ai mis plutôt une petite pépite sur Nantes à l'extérieur. Matt. Mais je crois que c'est le piège, c'est que c'est ce genre d'équipe qui fait ce genre de prestations face aux gros, généralement ont du mal à enchaîner. Parce qu'en fait, déjà il y a une débauche d'énergie intense, je pense que Nantes a fait le match de sa vie, clairement, et n'aura pas les mêmes efforts sur un match à Metz. Et Metz, ils sont pas bons, c'est vrai, mais ils sont à domicile, faut peut-être pas les enterrer. Nantes, ils ont des ratés aussi. Même si voilà, j'aime bien le jeu, j'aime bien les Kolo Muani, les Ludovic Blas et compagnie. Mais bon, je dirais un petit nul. Un petit nul parce que je pense que Nantes aura peut-être du mal à redescendre de son nuage. C'est juste pour ça, mais juste. Voilà, sinon voilà.
Patrice, comme le lendemain de Saint-Valentin des chanteurs, t'as la chemise le jour d'après. Compliqué pour Nantes. Oui, je suis d'accord avec Matt. C'est vrai que après la débauche d'énergie, enfin après le match parfait qu'ils ont fait contre Paris, ça sera compliqué de le rééditer. Et on a un Metz également qui cherche des points à tout prix. On a parlé d'Antonetti tout à l'heure, qui sera donc privé de banc, mais je pense qu'il aura donné le message qu'il faut à ses joueurs. Et je pense que Metz va venir régler pas ses comptes, mais va jouer un match très compliqué pour Nantes, qui va se retrouver avec un adversaire comme il a été pour le Paris Saint-Germain. Ça va être un peu l'inverse du match du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le problème de Metz aujourd'hui, c'est qu'ils ont effectivement un déficit de victoire, c'est clair, et que si ça continue comme ça, ils risquent de tomber dans la charrette descendante. Donc je pense que c'est un match, à mon avis, qui est décisif pour eux. C'est à domicile, ils ne peuvent pas se louper. Donc ils ont une grosse pression et surtout ils ont une grosse motivation, peut-être que n'aura pas Nantes, puisqu'ils sortent d'un magnifique match sur lequel ils sont encore, à mon avis, en train de dormir. Alors Guillaume, le match de la survie, le match... J'avais annoncé Metz et 3 dans la charrette en début de saison. Ils sont dans le championnat à l'envers, ils sont bien classés, on va dire. Ils sont deuxième. Le problème de Metz, c'est qu'à domicile, depuis le début de saison, c'est une victoire, pas plus. Donc c'est quand même à domicile, c'est assez faible. Ils sont plus coriaces à l'extérieur. Et de l'autre côté, Nantes sort d'un exploit avec un Alban Lafont qui a sorti tous les ballons. Je vois pas pourquoi il répéterait pas cette prestation contre Metz, ou au moins quelque chose quand même de correct. Donc sachant que Metz quand même s'appuie sur des attaquants rapides, assez adroits, s'il bute sur Lafont. Aussi, moi. Je vais faire un M. Un N. Je t'ai convaincu. Non, deux N. Deux N, donc victoire de Nantes ou match nul. Ouais, moi je mettrais directement Nantes parce qu'ils m'ont. J'ai bien aimé le match contre Paris. Donc voilà. Historique des confrontations tout de même entre les deux équipes. Nantes doit être devant, 35 victoires pour Nantes, 26 pour Metz et 38 matchs nuls. C'est vrai que peut-être une performance à rééditer du côté de Nantes à l'extérieur face à un Metz revanchard, maître des rouges. Sans manquer de respect aux Messins, il n'y a pas besoin que Nantes réédite le même match que face au PSG pour gagner face à Metz. C'est-à-dire que même s'ils ne jouent pas aussi bien que face au Paris Saint-Germain, on n'a pas la même équipe. Et encore une fois, même s'ils sont encore sur leur petit nuage, et c'est normal, encore une fois, battre le Paris Saint-Germain, ça n'arrive pas tout le temps. Non, encore une fois, je pense que c'est Nantes qui va gagner, que Metz, même si c'est à domicile, même s'il y a des enjeux, non. C'est pas comme les gars mon fils qui nous battent en demi, Djoko qui s'effondre en finale contre Nadal, c'est pas... Oui, mais... Ça arrive, ça? Non, je veux dire, dans un monde parallèle. S'effondrer face à Nadal, oui, ça arrivait, mais gagner face à Djoko, un peu moins. Non, c'est-à-dire que là, encore une fois, Nantes, ils peuvent aussi rééditer... C'est pas un exploit, mais à faire un beau match. Pas besoin d'avoir un match parfait. Peut-être que le gardien ne sera pas dans les mêmes dispositions que face au PSG, mais ça n'empêche que dans une rencontre Nantes-Metz, moi je mets tout de suite Nantes. Sans hésiter. Ok, messieurs, voyageons maintenant au pays de Sherlock Holmes et de Sir Lewis Hamilton. Une belle confrontation. Chelsea. Non, c'est Sir Lewis Hamilton. Attention. Chelsea, Liverpool, le troisième contre le second. Alors c'est un match de coupe, c'est la finale. Match de coupe, Oui. Le titre les dicte bien, les joyaux de la couronne. Qui est-ce qui va ravir donc Du coup, comment ça fonctionne là? On peut mettre du N ou pas? Oui, on peut. On met du N, c'est 90 minutes qui tournent. Ça part en prolongation, c'est un N, effectivement. Ouais, Il y a toujours. des prolongations sur ce match? En tout cas, même si Il peut, bonne c'est question. la prolongation, on peut mettre N. Ouais, ça peut être tir au bio. Voilà. Très difficile à pronostiquer. C'est à Wembley ça? C'est à Chelsea. Hein? Ah bon? Non, Ça doit être à Wembley, je pense. C'est un cop. Je pense que c'est à Wembley. Ça va être une finale, donc c'est un match de finale. Très dur à pronostiquer, c'est une finale. Pardon. L'arbitre qui siffle à mi-temps. Non, c'est très dur à pronostiquer. Moi, je préfère Liverpool, j'aime pas le jeu de Chelsea, j'avoue que c'est une équipe qui... On peut biper ce que je vais dire. C'est une équipe qui voilà. Et du coup, Liverpool, c'est agréable, c'est les Firmino, c'est Diego Jota, c'est Mané, c'est Salah, c'est joli quoi. Alors que Chelsea, c'est vraiment ennuyeux quoi. Donc ennuyeux. Et donc du coup, ouais, moi je mettrais un petit 2 de Liverpool.
Mais c'est juste choix personnel, ce sera une finale, donc ce sera très compliqué à pronostiquer. Patrice, c'est comme moi, même quand Sané et Salah sont partis, les mecs ils ont fait le job. On a l'impression qu'en plus, un peu auréolé par la victoire où les deux ont même bouillé jusqu'en finale. On a l'impression qu'il y a encore ce boost, ils sont revenus encore, pas épuisés, mais encore plus inspirés. Donc, avantage à Liverpool pour cette finale. De toute façon, une finale de coupe n'a rien à voir avec un match de championnat. Donc c'est une prestation tout à fait différente. Et c'est vrai qu'on a deux grosses équipes, l'une en face de l'autre. Mais je rejoins Matt, je serais plus partisan de mettre Liverpool gagnant. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, Liverpool a retrouvé son train de sénateur. C'est une équipe qui a retrouvé sa force de frappe d'il y a 2 ans, 3 ans, avec Sané et Salah. Mané et Salah. On se trompe à chaque fois. C'est fou, Mané et Salah. Alors, sachant que comme Salah a perdu la dernière finale de la CAN, il n'a pas envie de la perdre celle-là non plus. Donc je pense qu'il sera hyper motivé pour aller la gagner. Donc c'est déjà un point supplémentaire par rapport à Chelsea. Et à Chelsea, on a vu effectivement contre Lille avec un bon N'Golo Kanté, avec des joueurs qui sont toujours très dynamiques, peut-être un retour de Lukaku, votre ami, cher Pascal. Très fan. Voilà. Oui, il est fan de Lukaku. T'es pas d'accord. Non, je sais pourquoi. L'efficacité, oui. C'est clairement une. Et puis c'est vrai que Liverpool a toujours été bon en coupe. Donc je mettrai mon pronostic sur Liverpool sur ce match. Ok, super intéressant. Moi, Liverpool, j'ai apprécié pas mal ces derniers matchs. Après, je trouve qu'ils utilisent beaucoup leurs individualités pour gagner les matchs. On l'a vu contre Norwich, ils sont menés 1-0. Et c'est un exploit individuel de soit Salah, soit Sadio Mané qui nous met un but. Joga Benito, les gars. On croirait du foot plage, hein, c'était magnifique. Même Van Dijk sur les coups de pied arrêtés, voilà. C'est chaud. Donc là, on a quand même 2 grosses défenses en plus en face. On a un Kanté qui peut être tueur aussi, qui peut vraiment faire basculer le match. Donc c'est quand même un truc assez. C'est un match dur à pronostiquer. Je vais m'appuyer sur le match aller où effectivement Chelsea, il y avait 0-0, Chelsea était à 10 et ils ont dû tenir le match. Allez. Match aller premier de championnat, donc l'année dernière. Il y a eu il y avait eu un 0-0, il me semble, je raconte pas de bêtises. Et du coup, je pense que Chelsea est capable de maîtriser Liverpool à certains moments quand ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner le match. Donc je mettrais soit victoire de Chelsea, ou je pense franchement que ça va aller en prolongation, ou s'il n'y a pas prolongation, tir au but. Il faudrait que je vérifie les règles. D'accord. Ça peut. Même si c'est un match de coupe, on a quand même l'historique des confrontations entre ces deux équipes. Avantage à Liverpool, nettement, 56 victoires pour Liverpool, 41 pour Chelsea. Et quand même 31 match nul. Toute compétition confondue. Voilà, c'est ça. Donc ça quand même. d'Europe. C'est un peu faussé parce qu'il faudrait voir, parce que Chelsea c'est un nouveau riche, donc il faudrait voir, ça date de quand. Depuis 20 ans. Effectivement, Là, c'est tout Liverpool est compris, beaucoup donc plus. forcément Liverpool est devant. Alors pour les feux de la couronne, note d'orange. C'est-à-dire que moi j'aime bien Chelsea. Enfin, désolé. Non, j'aime bien. J'aime pas ce Chelsea là de maintenant, mais sur le principe j'aimais bien cette équipe. Mais je vois pas Chelsea gagner. Après, si on regarde vraiment les demi-finales, aucune de ces deux équipes n'a pris de but. Liverpool n'a pas pris de but contre Arsenal. Et face à Tottenham, Chelsea n'a pas pris de but. Donc je me dis que ça peut aussi aller aux prolongations. Donc soit une victoire de Liverpool avant la fin du temps réglementaire, soit les prolongations. D'accord. Donc N de ce match-là. Messieurs, nous restons en Angleterre avec un match entre West Ham, une équipe surprise, et aussi une deuxième équipe qui fait parler d'elle depuis quelques temps, depuis une belle victoire contre très gros et qui continue. Les Loups de Wolverhampton, le 7e contre le 5e, que 2 points qui séparent ces deux équipes. Matt, est-ce que c'est sur cela que vous avez fait votre... Déjà j'ai redessiné mon... C'est bon là? Là on le voit bien là, c'est bon. Ça fait un moment que je dessine, c'est bon, je suis content. Alors oui, c'est du championnat ça? Championnat, par contre, on revient au championnat. West Ham contre les Loups. Moi, le West Ham pour moi, comme je disais, c'est l'équipe la plus difficile à jouer du championnat d'Angleterre, pardon. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un match où il y a West Ham, c'est difficile à pronostiquer parce que West Ham, pour moi, est tellement difficile à jouer que ça va jamais être simple. Donc moi, je verrais West Ham battre cette équipe des Wolves, qui pour moi est beaucoup plus joueuse, plus sympa avec les Trincao, les Adama Traoré est plus là.
Mais bon, il y a quand même des joueurs, les João Moutinho, Nelson Semedo, enfin il y a des petits joueurs de foot quand même. Mais West Ham, c'est vraiment le foot anglais pur et dur, quoi. Comme je vous disais, les milieux de terrain, les sous-secs, les Rice, les machins. C'est en attaque, c'est quoi? C'est Antonio. Antonio. C'est vrai que Jared Bowen. Il y a du footballeur là, il y a des trucs chauds. Hein, donc moi, West Ham, pour moi, il gagne ce match. Ah ouais, moi, West Ham, j'adore West Ham. J'aime bien West Ham. D'accord. Peut-être pas j'adore, j'aime bien. Donc pour vous, victoire de West Ham à domicile? Ouais, pour moi, victoire de West Ham. Ouais. Match très compliqué à pronostiquer encore. Hein. Franchement, cette grille est très compliquée aussi. Alors, je suis d'accord avec Matt, West Ham a des arguments. Hein. West Ham est une équipe qui a toujours bien scoré, comme on dit, dans ce championnat. Ils ont une super attaque, c'est clair. Sauf que depuis quelques temps, ils n'ont pas gagné beaucoup. Je crois qu'ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, c'est pas beaucoup. Peut-être que c'est parce que Kurt Zouma est un peu chagriné en ce moment. C'est pas de le dire. Je suis content de celle-là. Par contre, Wolverhampton, ils ont perdu cet après-midi contre Arsenal. Donc c'est pas la même. Bon, je sais pas si ça c'est une indication, mais quand même, hein, ça veut dire que leur match de la semaine dernière, ils ont été brillants, leur a peut-être resté dans les jambes. Donc match compliqué. Alors moi j'ai quand même donné ma préférence à Wolverhampton. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une équipe qui a un beau football, qui est très dynamique dans sa façon de jouer. Et qui a le vent en poupe en ce moment, contrairement à West Ham justement, qui marque un peu le pas. Et donc mais je vais assurer quand même avec un petit nul. Donc je mettrai Wolverhampton gagnant et peut-être un nul derrière si je peux m'assurer le coup. Voilà. Ok, intéressant. Moi aussi j'aime beaucoup West Ham, comme vous le savez, surtout depuis cette saison, avec un excellent Declan Rice. Et j'attends un gros match de sa part. Sa direction a fixé son prix à 140 millions pour pouvoir partir. Donc je pense qu'il va essayer de prouver ça leur ce week-end. Et même si Wolverhampton a fait des belles prestations ces temps-ci, il joue pas le même championnat. Pour de West Ham est censé aller accrocher la 5e, 6e place et Wolverhampton plus au milieu de tableau. Donc avantage aux favoris. West Ham vainqueur. Et même aussi, je pense que West Ham vainqueur. Et pourtant, si on était un peu dans une logique rationnelle, on se dirait que ça serait Wolverhampton qui gagnerait, parce que ces 2 derniers matchs, ils les ont gagnés. Alors, sauf celui contre Arsenal, qui est un match en retard. Hein, mais ils ont gagné contre Tottenham, contre Leicester. Et Leicester a battu West Ham. A fait un match nul contre West Ham et Newcastle, match nul aussi. Donc on pourrait se dire, non, dans ce cas-là, c'est plus West Ham qui risque de perdre ou de faire match nul. Et pourtant, je pense que c'est West Ham qui va gagner. D'accord, on regarde un petit peu ce que disent les chiffres. Au niveau des confrontations entre les deux équipes, très équilibré. Hein. 19 victoires pour West Ham, 19 pour les Loups. Et 11 matchs de nul, messieurs. Voilà, hein. Sans dit long. Là, ça rend marteau, hein, tout ça. Ouais. Maintenant, partons, voyageons encore en Europe et allons au pays de la forêt noire et des chanceliers pour un match entre Augsbourg et le Borussia Dortmund. Messieurs, ascenseur pour l'échafaud. Matt, on pourrait peut-être mettre déjà les trucs, non? Ils ont même pas de logo, les gars. L'historique. L'historique, parce que là, je pense qu'il faut voir un petit peu ce qui s'est fait. Oui. Ça va. Petit avantage avant tout léger. Au sous-marin jaune allemand. Ok. Yavol. C'est bon, je peux commencer maintenant. Non, mais je pense que dans une lecture normale, on dirait Dortmund, effectivement. Dortmund, j'ai déjà dit, c'est une équipe qui est jeune, donc elle a des ratés. Donc il faut faire attention, c'est quel match qu'elle va rater. Haaland est de retour, donc ça c'est bon. Donc normalement, ça devrait passer. Mais attention, c'est une équipe qui a des ratés, donc c'est possible de rater ce match-là. Mais c'est comme je dis, ils sont jeunes, ils sont un peu foufous. Il suffit de très peu de choses mentalement pour les déglinguer. Enfin, excusez-moi du terme, mais non, je pense que j'irai Dortmund. On est d'accord sur ça, mais attention, c'est une équipe qui peut avoir des ratés. Patrice. Je répéterai ce que j'ai dit la semaine dernière. Moi, maintenant, c'est la Bundesliga que je considère comme impronosticable. Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on a des surprises invraisemblables. Des Bayern qui se font battre par des Hertha Berlin, des Mönchengladbach qui mettent 5-0 à je sais pas qui. Enfin bon. Donc là, on a quand même une confrontation entre le 16e et le second. Et Dortmund, en ce moment, ça cartonne pas mal. Ils ont mis 6-0 à Mönchengladbach l'autre jour. Et ça devrait cartonner aussi contre Augsbourg, logiquement. Mais
comme a dit Matt, il y a des pannes. Il y a des pannes, il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles. Par exemple, Dortmund a perdu contre Offenheim. Ils ont perdu contre Hertha Berlin. Là, ils ont fait cet après-midi 2-2 contre Rangers. Donc, voilà, ils sont un petit peu... Et ils sont éliminés, surtout. Voilà, ils sont éliminés. Donc éliminés par les Glasgow Rangers. Donc, ça fait 2 fois qu'ils se prennent un bouillon avec les Rangers. C'est quand même bizarre. Donc, voilà. Donc, c'est une équipe qui est bonne quand elle est bonne et qui est mauvaise quand elle est mauvaise. Voilà. Allez trouver vos petits là-dedans. Mais bon, je pense que contre Augsbourg, ils vont gagner ce match parce que, encore une fois, avec un Haaland de feu, je pense que ça devrait passer et qu'il y a trop de différence entre les deux équipes. Augsbourg est vraiment une équipe faible, même si elle a battu le Bayern, mais bon, on a compris que c'est encore une fois des incompréhensibilités de cette Bundesliga. Et donc, je mettrai, en tant que parieur, quand même, une petite assurance sur le Dortmund. Donc, je mise sur Dortmund. Ça, moi j'ai annoncé que Dortmund écraserait son adversaire la semaine dernière, 3-4-0. Alors je m'étais trompé, ça fait 6. Ah oui, quand même. Hein. Et j'avais annoncé le retour d'Haaland et finalement il n'était pas encore prêt. Il sera prêt la semaine prochaine. Avec Hummels, déjà, niveau stabilité en défense, ça prend plus de buts. Donc, allez, cette semaine, je dirais 5. 5 pour Dortmund, 0 pour Augsbourg. Je pense qu'ils vont prendre des buts, moi. Je prends. Un but. 5 ans, allez. En tout cas, j'avais eu l'écho sur la saucisse d'Hertha. Ils ont pris 4 saucisses la semaine dernière. Maître d'Orange. Ben non, victoire de Dortmund, mais honnêtement, là, il y a des choses qui vont pas. C'est-à-dire qu'effectivement, éliminer déjà de la Ligue Europa, donc ça va dépendre aussi de l'état, la mentalité de l'équipe. Parce que soit on remonte en se disant il nous reste plus que le championnat, on y va, soit on s'écroule en disant voilà, la Coupe d'Europe, c'est terminé. 4-2 à domicile contre les Rangers, 2-2 là-bas, c'est compliqué. Alors ok, là on n'est pas du tout en Coupe d'Europe pour ce qu'il faut pronostiquer, mais bon. Mais ça reste Dortmund, ça reste une belle équipe, ça reste des bons joueurs, avec notamment Haaland qui revient, donc qui va être en forme. Donc non, victoire de Dortmund. Merci monsieur. Prochain match entre le Bochum et le Leipzig, que vous savez, hein, qui est fort présent dans mon cœur. À cause En toute objectivité. Voilà, Christopher Nkunku. Tout de suite, on radonne déjà les confrontations, puisque je pense pas que... C'est clair. C'est clair et net, hein, voilà. Les chiffres sont avec moi, messieurs. Voilà. Donc, je vous laisse, les gars, tranquillement me donner un peu les joueurs phares du Bochum. Matt le buzz. Alors, j'avoue que c'est une équipe que je ne regarde pas. Et pourtant, quel beau jeu. Non, j'avoue que le championnat allemand, c'est pas le championnat que je regarde le plus. Et ils sont 11e, pourtant. Mais après, ils ont gagné le Bayern, donc effectivement, est-ce que c'est le Bayern qui est dans une crise sans précédent ou c'est Bochum qui a bien joué? Je serais plus à dire que le Bayern est dans une crise sans précédent avec Upamecano qui est dans un niveau de... Il a un niveau de DH en ce moment. Meilleure absence, ça leur fait très 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 mal. Donc je sais pas si Bochum, la prestation était une vraie prestation ou pas, donc je dirais que Leipzig va gagner ce match, pas tranquillement, mais va gagner ce match en tout cas à Bochum. Pas de doute, Marie, les 6 points seulement qui séparent, le 7e du 11e, Patrice. Alors, un petit mot quand même sur Bochum. C'est vrai que très peu de gens connaissent cette équipe, mais j'ai remarqué une chose, c'est que... On va parler culture, on va parler sauf football. Allons-y. Moi, j'ai genre de saucisse. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Bochum? Il n'y a rien à visiter à Bochum, mais alors pourquoi ils sont 11e? En fait, c'est parce que tout simplement, ils ne perdent pas souvent. Alors, ils ne gagnent pas souvent, mais ils ne perdent pas non plus souvent. Donc, ils font beaucoup de matchs nuls. Et c'est ce qui fait un peu leur place à ce niveau-là. Maintenant, Leipzig... Depuis quelques temps, c'est vrai qu'il marche au super carburant, hein, ça, on ne peut pas dire le mieux. Avec, effectivement, on a parlé la dernière fois de Nkunku. Nkunku, il a quand même marqué encore une fois, et ça reste le fer de lance de l'équipe. Non, Leipzig, ils ont une attaque de feu, et ils méritent presque d'être plus haut que leur 4e place, parce que depuis quelques temps, ça marche pas mal. Et en plus, ils viennent de battre cet après-midi leurs adversaires, Real Sociedad 3-1, donc quoi de mieux donc, pour aborder ce match de Bochum. Je pense qu'effectivement, ils vont mettre une tôle à Bochum, comme on dit. Combien, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont... C'est pas les gens d'équipe à sous-estimer son adversaire. Quand ils viennent jouer, ils jouent sérieusement. Donc, non, sans aucun problème, Leipzig, ils vont gagner comme ils ont gagné la semaine dernière, je crois, 5-0, comme ça. 5-1. Voilà, 5-1. Bon, donc, je pense que ça va être le même tarif. Guillaume, j'attends toujours un joueur précieux à Bochum que vous connaissez qui...
Joker. Non, c'est à Borum. J'ai connu Borum il y a 20 ans. Il jouait effectivement au Bundesliga. Je savais même pas qu'ils étaient remontés. Je l'apprends là. Ils sont 11e, incroyable. Je sais pas comment ils sont arrivés là. C'est ça. Donc je pense que je regarde pas trop la Bundesliga, mais ça doit être un accident. C'est pas possible. Il y a pas une erreur dans. Non, je rigole. Mais Leipzig, ils ont gagné 5-1 la semaine dernière, mais ils ont été quand même un peu menacés par Berlin. Donc attention. Mais néanmoins, quand ça commence à jouer, il n'y a rien qui les arrête. C'est une équipe niveau Ligue des Champions. L'autre, c'est une équipe qui se bat pour rester dans cette division. Donc, et puis l'historique parle en faveur de Leipzig. Donc je pense qu'Nkoukou leur donne des ailes. Ils vont gagner facilement, à mon avis. Maître d'Orange. Dans la même lignée, je vois pas Borum gagner, je vois pas un match nul, donc Leipzig. Alors, il y a Nkoukou, mais même quand il marque pas, l'équipe marque. Donc quoi qu'il arrive, ils ont quand même un bel effectif. Donc là-dessus, aucune difficulté. D'accord, messieurs, on fait une deuxième pause. On se retrouve pour la dernière partie et puis surtout, on entend aussi des paroles à la défense. Donc restez avec nous pour cette grille qui vaut 500 000 €. Mes chers amis parieurs, on se retrouve pour cette deuxième partie. On va, pour c'est celles qui connaissent un petit peu les circuits de croisière, la Spezia et Rome, une confrontation où on se déplace en Italie, le port de la Spezia, très connu, et contre la AS Roma. Donc là, on est au foot. Les gladiateurs sont-ils fatigués? On sait que la Roma, en ce moment, il coince un peu. Je me dis un peu maladroit cet attaquant Abraham. Moi, il me fatigue. Bon, c'est vrai que la Roma se retrouve à, je le dis, sans problème, piteuse 8e place, 41 points, alors qu'elle chuchotait plutôt les étoiles en début de saison. Matt, un pronostic alors déjà, serein est-ce pour la que Spezia? vous pouvez me donner l'attaquant de la Spezia? Il a un nom difficile à prononcer. Matrice? Non, je donne ma langue au chat. Je ne saurais pas N'Bala Nzola. Ah, Voilà. C'est un très bon attaquant qui a beaucoup de buts, qui a beaucoup marqué la saison dernière et qui a beaucoup marqué cette saison. D'accord. En ce moment, il était un peu touché, donc il a été remplacé par un Manad, je crois, qui a fait une bonne prestation aussi. Il y a des bons petits jeunes. Il y a Giansi, je crois, sur le côté, et Verde à droite. C'est une équipe qui joue un peu au foot quand même, il faut faire attention. Mais je pense qu'effectivement, la Roma, moi j'aime beaucoup la Roma. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés. Mkhitaryan, par exemple, qui est un très bon joueur, qui est souvent blessé. Même El Shaarawy, qui revient des fois, qui est souvent touché. Il y a pas mal de joueurs. Abraham est pas mal en ce moment aussi. Donc moi, je pense que effectivement, la Roma va gagner ce match avec le retour de Veretout au milieu de terrain, qui n'a pas eu son dernier mot. Non, moi j'aime bien la Roma. Je pense que c'est une équipe qui n'a pas son vrai classement, qui joue quand même pas mal au foot. Je pense qu'avec Mourinho, c'est toujours Mourinho qui est gauche. Je trouve que peut-être que ça bloque un peu sur certains aspects, mais c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs et qui a beaucoup de jeux, donc je pense qu'ils vont gagner ce match. Patrice? moi je qualifierais ce match de match piège quand même, parce que c'est vrai qu'on a deux équipes qui ont tendance un petit peu à évoluer en dents de scie, comme on dit. C'est vrai que la Spezia Calcio, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons petits jeunes, comme a dit Matt. La preuve, ils ont battu Milan. Ils ont battu Naples. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont un potentiel, attention. Ils ont été très bons en janvier, en tout cas. C'est une équipe qui a bien marché en janvier. Et puis à côté, on a une équipe de Rome qui est 8e et effectivement qui traîne un peu les pieds. Ça fait quand même 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Donc attention, ça veut dire quelque chose. Mourinho a été suspendu, donc ça veut dire qu'il devient nerveux. Et quand Mourinho est nerveux, l'équipe est nerveuse aussi. Et pourtant, ils ont des bons joueurs. Effectivement, Mancini. Après, Mourinho, c'est un peu Verratti. Ouais, voilà, ça. On n'a pas dit pour l'expulsion, c'est 4 par saison. La Spezia Calcio, ils jouent chez eux, et c'est vrai que la AS Rome n'a pas un moral très très élevé en ce moment. Donc moi je dis match piège. Mais match piège, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être un nul, encore une fois, et peut-être pourquoi pas une victoire de Calcio. C'est parce que une grille comme celle-là, c'est peut-être là que ça paye. Donc moi je suis parieur, je me dis
peut-être tenter le coup, mettre Calcio en vainqueur. Il s'appelle la Spezia Spezia Calcio, oui. Et en face, peut-être un nul, mais je sais pas, je ne voudrais pas la AS Rome gagner ce match. Je trouve qu'ils sont un peu empêtrés en ce moment dans leur. Ils ont un football un petit peu qui carotte un peu, voilà. Donc moi je dis, allez, je mise sur la Spezia. Alors Guillaume, la carte prudence ou un petit risque là-dessus? Non, en fait Patrice il a tout dit parce que Spezia c'est une équipe qui a battu Milan, Naples, donc c'est une équipe qui est capable de faire tomber des groupes. Et l'AS Roma c'est 4 matchs. 3 matchs sans défaite, sans gagner. Voilà, donc il y a des nuls. Et en plus c'est des nuls un peu chanceux. Sassuolo, c'était vraiment pas terrible. Non, moi Puis Mourinho, vous savez que j'aime pas trop, donc ça fait une bonne raison. J'ai misé contre lui et c'est le jeu quoi. C'est un deuxième bus souvent, la manière de faire jouer tout au latéral. Enfin, il y a plein d'histoires et puis même le comportement du gars. Des fois, c'est un peu. Alors on sait que c'est tactique des fois quand il va en conférence de presse, c'est pour défendre ses joueurs. C'est le cousin là, c'est ça? Non mais c'est la culture. Je sais pas si tu as vu les trucs sur Tottenham. Sur Amazon Prime. Non. Tu vois une autre image quand même du gars. Non, mais après j'avais eu l'image vis-à-vis de Benzema qui avait fait une interview par rapport à lui. C'était pas très. Il a passé gars. Quand il aime pas la gueule. Voilà, c'est ça que je trouve dommage et il aime les joueurs qui ont des coronesses et il laisse un peu de côté des fois des joueurs qui ont du talent mais qui savent pas s'affirmer. Voilà, et puis c'est pas un gars qui fait progresser des jeunes, c'est quand même un gars qui a des équipes établies, donc voilà, c'est pas trop. Voilà, je peux faire des Galtier. Mon préféré c'est Pellegrini, j'adore Pellegrini, l'ancien de Manchester City. Ouais, moi j'adore ce. Voilà, et là. Jürgen Klopp. Enfin bon, on peut parler d'entraîneur pendant longtemps. Mais je vois pas la Roma gagner. Je vais tenter le coup Spezia cette fois-ci. On regarde un petit peu l'historique des confrontations entre les deux équipes. Il a fait quoi, Pellegrini? La Spezia et l'AS Rome. Donc vous avez très peu de confrontations. Mancini. Non, ça joue bien. Il a Betis. Betis joue bien. Pour Roma. C'est moyen. Deux victoires, 2 matchs nuls et puis une victoire seulement pour la Spezia. On perd tout ton coup peut-être. Ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas beaucoup rencontrés en Serie A, ces deux équipes-là. Donc c'est vrai que c'est encore un pronostic qui serait difficile. Maître d'Orange, je vois dubitatif. Non, je regardais comme ça là un peu les statistiques, mais qui ne valent que pour le passé. Là, ce que je pense, c'est que la Roma va gagner, qu'ils sont qu'à 3 points quand même du 5e, je crois que c'est l'Atalanta. Donc non. Après, Mourinho, on l'aime ou on l'aime pas, mais il fera ce qu'il doit faire pour l'équipe. Même si c'est vrai qu'il met pas assez en avant les jeunes, etc., qu'il a ses têtes. Mais là, non, je vois la Roma. D'accord, messieurs, prochain match. Tu dois avoir des cartons. Des cartons. Exactement. Lazio de Rome, Napoli. Alors moi j'ai préparé un petit truc. Alors là c'est quand même pas mal. Il y aurait eu carton là. C'est bon. C'est moi j'ai dit. En ce moment la Lazio. C'est local. C'est la Lazio de Rome. Donc regardons tout de suite ce match-là, l'historique des confrontations entre le Napoli et le Lazio de Rome. Donc 47 victoires pour le Napoli, tout de même. 39 matchs nuls et puis 35 victoires pour la Lazio. Alors, toujours... C'est moi. Boulet. Là, je vais me lâcher là. C'est mon match, ça. Allons-y. Moi, j'ai un problème avec la Lazio. C'est une équipe surcotée. C'est une équipe que j'aime bien voir jouer. Savic, par exemple, je le rêve de le voir au PSG. C'est mon joueur préféré. Je n'attends que son transfert au PSG depuis au moins 3 saisons. Voilà, ça fait longtemps. Il coûte trop cher, je pense, mais j'ai envie de le voir au PSG. C'est mon joueur phare du championnat italien. Savic, si tu me vois, viens à Paris. Viens chez nous, s'il te plaît. Mais moi, j'ai un problème avec la Lazio, c'est Ciro Immobile. Ciro Immobile, c'est un attaquant surcoté. C'est un attaquant qui score beaucoup, mais quand arrive c'est Naples ou c'est Milan et tout, il n'y a plus personne. Moi, voilà, j'ai un problème avec Ciro. Je pense que c'est un joueur. Beaucoup sous penalty. Voilà. Ouais, parce que c'est un joueur très moyen. C'est un joueur très moyen, qui selon moi est même moins fort que Giroud. Franchement, je le dis vraiment. C'est un joueur très moyen et qui score beaucoup effectivement, mais quand les grandes rencontres arrivent, il n'est plus là. Et je pense que la Lazio va se faire avoir dans ce système-là. Acerbi en plus n'est pas là. Enfin, peut-être pas là, pas de retour. Pedro aussi. Il y a quelques joueurs qui manquent à l'appel, donc je pense que moi, même à domicile, la Lazio ne gagne pas ce match. Peut-être nul, mais peut-être surtout victoire de Naples. Patrice, le match de la Coupe d'Europe d'aujourd'hui laissera des traces
Surtout que Naples s'en est pris quand même 4 contre Barça cet après-midi, même s'ils en ont mis 2. Le nouveau Barça. Le nouveau Barça, ça a l'air de bien marcher, on en parlera tout à l'heure. Non, mais pour revenir à ce match Lazio-Naples, c'est très compliqué quand même à pronostiquer, parce que là, on a effectivement une équipe de Lazio qui a quand même une super attaque. Hein. Ils ont une meilleure attaque que Naples, c'est pour vous dire. 5 victoires, 3 nuls. Bon, Immobilier, il est incertain. On ne sait pas s'il va jouer, mais déjà, ça peut poser un problème. Et puis en face, il y a Naples qui dispute un championnat très compliqué, parce qu'ils sont à quelques points entre Inter et l'autre équipe Milan. Et ils peuvent être champions d'Italie cette année. Ils ont été longtemps en tête, et là, ils sont en 3e position. Donc, les points comptent double, et ils ont vraiment intérêt à gagner ce match. Alors, en termes d'effectifs, Insigne, qui est quand même leur grand attaquant, est absent. Il y aura Osimhen, il y aura même pas Zambo-Anguissa. Donc, oui, effectivement, Lazio, à domicile, peut embêter Naples sur ce match. Donc, j'hésitais entre le nul et une victoire de Lazio. Et finalement, je vais me ranger sur Naples, parce que effectivement, je pense que Naples a plus à gagner sur ce match que Lazio, et que Naples a des arguments pour aller titiller la Lazio chez eux. Donc je mettrai victoire de Naples et nul pour couvrir derrière. Pourquoi Immobilier ne serait pas là? Je n'ai pas compris. Parce qu'il a un problème de cheville. Ah ouais? Ouais. Ok. Guillaume? Il sera peut-être Immobile, on verra. Je sais pas. Mais moi aussi, je suis un peu les conseils des autres, parce que Naples, c'est une équipe qui joue le titre, tout simplement. Là, c'est pas le cas. Et ils sont pas si loin de ça, de Milan et d'Inter. La Juve est dans leur dos. Donc ils seront présents, j'espère, en grand Mertens, en grand Zelinski, etc. Et de l'autre côté, la Lazio, Immobilier, effectivement, il est peut-être un peu surcoté, tout à fait. Oui. C'est qu'il y a un match de Coupe d'Europe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah bon? Peut-être il n'a pas fait la fin du match, on verra. On va y faire après. Mais Immobilier, en plus, c'est un joueur, des fois, il marque 3 buts et puis après, il marque plus rien. Donc, c'est pas un joueur sur qui on peut compter pour faire nos pronos. Et je mettrais plutôt, du coup, Naples vainqueur. Assez sérieux, un petit 1-0. Ça va le faire. Au pied du Vésuve, mettre d'orange, on fait. Je dirais pas mieux, hein, franchement, Naples. Vu ton maillot. Allez, deux joueurs bleus, je sais pas. Non, mais honnêtement, ils ont plus que leur championnat. Ils sont pas loin de pouvoir remporter le titre. Moi, la Lazio, j'aime pas du tout. Je le dis clairement. C'est pas une équipe qui me fait rêver pour différentes raisons. Voilà, il y a des bons joueurs, mais c'est pas pour ça que ça me fait rêver. Et non, Naples, je pense qu'après la gifle d'aujourd'hui, là, face au Barça, ils ont pas d'autre choix, sauf attendre l'autre jour, mais pas là. Est-ce qu'ils ont voulu gagner aujourd'hui? Non, c'est bon signe. Naples et la Coupe d'Europe, ça fait 2. Ouais. Ils voudront, même si on leur donne une finale. Ils vont pas la jouer, ils veulent vraiment la série, ça fait des années. Oui, donc, mais on aurait pu se dire que voilà, même s'ils veulent pas de la Coupe d'Europe, voilà. Là, ils ont joué le match aller, mais le retour, là, à mon avis, il y a dû avoir 2-1, 3-1, allez, marquez tout ce que vous voulez. On est concentré sur la série. Non. C'est possible. Messieurs, mais poursuivons donc notre périple en Europe, sous un air du Barbie de Séville. Allons vers ce derby. Ce derby entre le FC Séville et le Betis Séville. Allez, il y a tout de même 5 points qui séparent le second du troisième. Le derby Sévillissimo. Alors, Matt, avec l'historique, 49 victoires pour le FC Séville, tout de même. Très déséquilibré. 27 pour le Betis. Et 22 matchs nuls. L'équipe de notre Fekir bien-aimé peut-il renverser un peu le sens de l'histoire? Alors, Matt, vous avez ce fameux 1N2. Je note. 1N2, c'est le match impronostiqué. C'est un derby. un derby. 2 équipes en feu. Mais vraiment en feu. Ça marche bien. Surtout le retour de Rafa Mir là, à Séville. Rafa Mir, moi, c'est mon petit gars. Au camp de poste, toujours là, fidèle au poste, il fait ses matchs, moi j'aime pas mais il fait ses matchs. Et Betis, moi j'adore, donc c'est Fekir, c'est Canales, c'est j'ai Iglesias en attaque qui est incroyable aussi. Ça va être un super match. Moi je dirais 2-2, 3-3, un truc comme ça. Donc Patrice, on s'assoit, on met tout ce qu'il faut. Moi, j'avais déjà utilisé mon trip, donc je ne peux pas l'utiliser. J'ai juste une petite indication, c'est que je me suis remarqué qu'il n'y avait jamais eu de nul entre ces deux équipes.
Donc, c'est incroyable ça. C'est vrai que c'est deux équipes en feu, comme a dit Matt, le deuxième contre le troisième, le derby sévillan, comment ça, on appelle ça. D'un côté, effectivement, on a le FC Séville qui a la meilleure défense du championnat espagnol. Par contre, pas une très bonne attaque, paradoxalement. Alors, c'est là que Anthony Martial a atterri, mais je crois qu'il ne joue pas, il est absent. Et donc c'est vrai que le FC Séville, ils sont quand même sur 11 matchs sans défaite. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une bonne dynamique. Et puis le petit Séville, qui carbure aussi, effectivement, avec les Fekir et compagnie, même s'ils ont perdu, je crois, aujourd'hui contre... Oui, ils ont perdu contre Zagreb. Alors c'est FC Séville qui a perdu contre Zagreb. Mais ils sont qualifiés parce que je crois que c'est gagné 4-3-1 match aller. Donc c'est vrai que c'est compliqué à pronostiquer ce match. Alors en général, quand c'est compliqué à pronostiquer, on donne toujours une petite pièce à celui qui reçoit, qui est chez lui, qui est avec un public qui va quand même les soutenir. Donc moi je dirais victoire de FC Séville. Et voilà, donc 1 pour moi. C'est deux équipes qui ont joué en Coupe d'Europe, effectivement. Ouais. C'est des équipes à peu près du même niveau. Que dire en derby? Donc l'avantage de recevoir il n'est pas si énorme que ça. Moi j'aime bien à côté Betis, Guido Rodriguez, William Carvalho, le milieu est pas mal. Et puis même si l'attaque de Séville elle n'est pas forcément excellente, mais ils ont des attaquants qui savent marquer, comme on parle de Rafa Mir tout à l'heure, Papou Gomez pour donner le ballon, donc c'est pas mal. Rodriguez. Franchement, Guido Rodriguez qui joue au milieu à Betis Séville. Ouais. Ah, Betis. Non, Betis, pas FC. Et non, moi je veux me regarder ce petit match tranquille, je me mets ma couverture, même s'il fait chaud en Andalousie. Et voilà, je vais me faire plaisir. Maître d'Orange. En championnat, c'est plutôt FC Séville. Là, dernière rencontre, en tout cas, c'est FC Séville qui avait gagné le Sévillissimo. En Coupe du Roi, début d'année, c'est Betis qui gagne. Donc moi, je suis prudent. Et même s'il fait chaud, il vaut mieux avoir trop chaud que pas assez. 1 N2. Voilà, je ne prends pas de risque, je veux vivre tranquille. Ce match-là, on est obligé. Ouais, c'est clair. En tout cas, comme j'avais mis le trip sur Clermont-Bordeaux, moi je suis comme David, comme Patrice, soit une victoire ou. Mettez deux triples. Combien le double triple? 379 € la grille. Là, je rigole. Mais ce dernier match de la grille, donc le FC Barcelone retrouvé face à une équipe très compliquée, l'Atlético Bilbao. Compliqué à jouer. Regardons tout de suite l'historique des confrontations entre les équipes. Donc ça c'est l'historique du Barça à domicile, c'est ça? Non. Tout compris. Sur 149. 149 confrontations, 83 victoires pour le FC Barcelone, 37 pour l'Atlético Bilbao et puis 29 matchs nuls. Alors, enfin, allez, la confirmation, le titre nous dit Chrysalide. Est-ce que voilà, les sorts complets, on va avoir un match de confirmation du FC Barcelone à domicile, qui, ma foi, pointe à la 4e place. Hein, qui l'eût cru en début de saison où c'était la crise? C'est qui fait les chiffres? C'est Catherine de la Non, le Barça, alors là, le Barça, mais régale. Hein. Ça fait depuis le Classico, je vous disais, contre le Real, régalade. Ils avaient perdu, mais ils avaient bien joué. Ah ouais, d'accord. Une leçon de football. Ça. Ouais, ils avaient bien joué. Ah non, c'est régalade. Il a trouvé sa vie, son truc. Ouais. Il a amené des petits gars, tu pensais pas que ça allait le faire. Même Babeyang, j'étais pas convaincu. Ouais, moi, je qu'il y avait un peu de puissance. C'est très bon, même Adama 3-4 matchs. Adama Traoré, très bon. Non, mais il a mis tout le banc. Ah non, c'est incroyable. Ousmane. Il a mis Ousmane sur le banc. Non, mais Ousmane, même pas sur le banc. Non, mais il faut bien les remplaçants. Ousmane, c'est pas un vrai joueur de foot. C'est un joueur de PlayStation. Tu l'as vu, le petit gars? Ouais, pas mal. Quel joueur. Et puis on attend les retours. Il a mis le Pedri la dernière fois. Oh là là. Pedri, c'est le nouveau Iniesta. Peut-être pas le nouveau Iniesta, mais c'est le nouveau. Il y a Francky aussi. Football espagnol. Ouais, pas mal de Francky de Jong. Non, mais ils ont une équipe ultra complète. S'il peut venir au PSG aussi, Francky, s'il peut venir. Tu veux faire un appel? Francky, Tu m'entends? Le chèque. oui. Tu me diras pas. Oui. Je vais te le donner. Donc victoire à domicile, Matt? Oui, Barcelone, non, je me suis regardé. Oui, victoire du Barça, surtout que si c'était à San Mamés encore à Bilbao, j'aurais dit ok. Mais là, au Camp Nou, je pense que c'est régalade. Je sais pas, Patrice, pourtant, on a l'impression que c'est une équipe quand même à Sassuolo.
Bilbao nous a fait perdre quelques argent la dernière fois. Hein, je pense aussi. Ils sont venus nous embêter là. Ouais. Mais pour revenir à Barcelone, un petit mot quand même. Coup de chapeau à Xavi parce que de là où il partait, du trou dans lequel Barcelone était tombé pendant un moment, voir comment cette équipe renaît de ses cendres et revient au niveau où elle devrait être depuis longtemps. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. Et maintenant, en plus, ils ont un jeu léché avec ces petits jeunes là, qui arrivent. Aubameyang qui amène son petit grain de sel. Là, ils ont encore mis 4 à Naples. Non, c'est impressionnant. Hein. Donc, pour revenir à ce match Barcelone-Bilbao, c'est vrai que là, on a une attaque de feu. Qui a Alba, Jojon, Piqué, tout ça. Enfin, c'est des gars qui marchent bien et Xavi, visiblement, a trouvé la bonne sauce. Mais attention à Bilbao, parce qu'on a parlé des frères Williams, c'est là qu'ils sont. Ils ont quand même éliminé le Madrid et Barça à l'époque en Coupe du Roi. Donc, ils aiment les gros. Voilà, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère non plus. Hein. À quand le film sur les frères Williams? Voilà. et oui. Donc, ça peut être un match surprise, attention. Alors, en tant que parieur, je préfère mettre pronostiquer Barcelone, évidemment. Mais je préviens que, attention, parce que là, ils sont dans l'euphorie, tout marche pour eux. Mais je répète, quand on joue Barcelone, on joue à fond. Et c'est vrai que quand Bilbao va jouer Barcelone, même chez Barcelone, ils vont jouer un match sérieux. Donc il faut que Barcelone soit au même niveau. Donc voilà, je dirais victoire de Barcelone. Et si les parieurs veulent prendre un petit cacheté sur le nul, pourquoi pas? Parce qu'on ne sait jamais. Je partage de la même manière. Hein. Barcelone, c'est très bien en ce moment. L'équipe ressemble à Xavi et quand je le passe, parce que les deux ailiers qu'ils ont mis, c'est pas des ailiers buteurs, c'est des ailiers passeurs uniquement. Et parfois, Aubameyang, il arrive à la pousser au fond. Donc tant mieux pour Barcelone. Mais attention à Bilbao. On parle de Bilbao qui est fort contre les gros, qui est quand même bien classé, qui est une équipe qui a toujours été solide de tout temps. Donc, c'est un peu le Sassuolo espagnol. Même un peu plus. Hein. Si vous regardez le palmarès du championnat espagnol, vous voyez Real, Barça devant, pas de problème. Et le troisième, c'est qui? Bilbao, c'est parce qu'ils sont. C'est Bilbao. Ils sont injouables chez eux. Ouais, voilà. Arrive là, c'est. Alors, exactement. Et là, c'est l'avantage du terrain qui va jouer, c'est que Barcelone qui joue chez eux, c'est dur quoi. La pelouse a fait 1 km, oui. Voilà. C'est Olivier Tom là-bas. Voilà. Donc c'est là que ça va jouer. C'est pour ça que je mettrais comme la victoire de Barcelone très clairement. Et puis le match nul. Au cas où on prend des précautions quand même. Voilà. Sortez couvert, allez. Maître d'Orange, 5 points séparent le 8e du 4e. Hein. Oui, mais c'est pas très loin. Faut pas oublier qu'il y a une époque où Barcelone n'était pas celui qu'il est. Donc ils ont eu des problèmes. Quand ça joue pas, on se dit ça va être facile. Et là maintenant, quand ça joue, on dit faut être prudent. Non, moi je dis que c'est Barcelone qui va gagner, sachant que la dernière victoire de Barcelone contre l'Athletic Bilbao, c'est avril 2021 quand même. Hein. Éliminé en Coupe du Roi et en championnat, c'était un match nul. Mais on parle de chrysalide, on passe d'une chenille qui peut se faire écraser à un papillon qui peut s'envoler. Et là, je crois, cet envol du Barça. Donc, victoire de Barcelone. Merci messieurs. En tout cas, nous avons éprouvé toute la grille. 14 pronostics vous mettent de rafler. Je le dis bien, c'est 500 000 euros pactole ce dimanche. Avant de revoir la synthèse, donc parole à la défense. On se retrouve après donc le pitch. Alors, Maître d'Orange, votre client, Antonio Conte, donc accusé de complicité, de tentative de déchoucage. Bon, alors c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'infraction, hein, le déchoucage. Non, alors c'est vrai que Tottenham hier a perdu sur le plus petit des scores face à Burnley, 1-0. Et on peut se dire que Antonio Conte fait tout pour que ce club, pour que Tottenham perde ses fondations. Donc ce fameux déchoucage. Donc on se le dit, on se pose la question d'une complicité de tentative. Alors très rapidement, c'est le premier moment où je vais être le moins sympa, où on va faire un peu de droit quand même. Si on parle de complicité, ça veut dire que déjà c'est fait sciemment. Il faut une volonté de. Une tentative, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas, mais pas pour des raisons qui nous sont propres. Non, ça tient pas. Déjà parce que Antonio Conte, il fait avec ce qu'il peut, ce qu'il a. On rappelle le mercato de Tottenham, le mercato d'hiver ? Est-ce qu'il y a plus d'entrées que de sorties? Non. On perd des grands joueurs. Alors, ils ont encore des bons joueurs, mais la première chose qu'il a dit Antonio Conte au mois de janvier, c'est qu'il regrette de ne pas avoir eu suffisamment de joueurs. Donc, il n'a pas les moyens, contre sa volonté. Il nous dit quoi face à Burnley? Quand il perd, il dit « Si c'est moi le problème, je pars ».
C'est-à-dire celui qui veut absolument faire sauter les fondations, il dit vous inquiétez pas, j'ai les moyens, c'est moi, je vais y arriver, j'ai réussi à me mettre des nouveaux cheveux, je vais réussir à faire remonter la société. Oui, je parle de Antonio Conte pour pas le nommer. C'était facile, mais tellement vrai, j'aimerais bien qu'il me donne sa solution parce que bon, je cherche. Donc plus sérieusement, non, on se pose beaucoup de questions. Moi, je pense qu'il y a une erreur. Il y a une erreur déjà sur le fait de lui reprocher cette complicité de tentative de déchoucage, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr de ce qu'on dit. C'est-à-dire complicité de tentative de quelque chose. Non, il fait avec les moyens du bord. Et quand il y a un problème, on dit toujours c'est l'entraîneur. Mais les joueurs aussi, ils pourraient faire mieux en fait. Alors, a-t-il raison de confirmer Harry Kane match après match? Alors, mon client, si vous voulez, il est en difficulté parce que s'il ne le fait pas et qu'il perd, on dit qu'il aurait dû faire jouer Harry Kane qui a mis un doublé quand ils ont gagné face à City. Là, Kane, il n'est pas en bonne posture, il le met, on dit mais voyez, il ne fallait pas le faire. Donc c'est toujours facile de corriger la copie. Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait corriger en fait ses maladresses, Antonio Conte, parce qu'il dit on peut se tromper, on peut commettre une erreur sur sa femme, enfin c'est lui qui le dit, mais pas sur son attaquant. Non, lui il commet une erreur sur son équipe, on lui donne pas les moyens. Donc non, il n'est pas là pour ruiner les fondations, il essaie d'en bâtir des nouvelles, c'est pour ça qu'il est là. On n'a pas assez de recul là-dessus pour dire les choses. Donc non, maladresse, oui. Conte, si tu m'entends, pense à mes honoraires, parce que là, c'est ton problème, va pas ruiner mon compte en banque. Mais ce qui est sûr, c'est que non, c'est qu'il faut lui donner les moyens. Et je mets ma main à couper, je ne serai pas là pour que vous puissiez me mettre un coup de machette, mais je mets ma main à couper que dans les prochaines semaines, on va avoir un autre visage de Tottenham. Messieurs convaincus, est-ce que Tottenham jouera le maintien? Ah non. Impossible. Je pense. Non, je pense pas non plus. Non. Très très belle plaidoirie. Ah oui, voilà. Magnifique. Arrêtez, je vais y croire. Non, moi je dirais que Conte fait du Conte. À chaque fois qu'il passe à un endroit, il gagne un titre. Bon là, il va pas gagner de titre pour le coup, mais il gagne un titre et il critique sa direction et il part après. C'est une énigme pour moi et souvent il réussit là où il arrive. À Tottenham finalement, si on prend le bilan depuis qu'il est là, il a quand même plus réussi que Mourinho ou Spirito, Assanto, là je sais pas trop quoi, le Portugais qui est même pas. On s'est fait un CDD, je sais pas. Voilà, depuis que Pochettino est parti, finalement, ça reste le demi-meilleur entraîneur que Tottenham. Il va y revenir. Voilà, faut être un peu patient. Ils ont fait un gros coup contre City, on a déjà oublié. Donc non, je comprends pas trop les critiques vis-à-vis de Conte. C'est peut-être pas le bon gars pour Tottenham. Bah, après, je lui reproche quand même d'être allé à Tottenham en se disant je vais avoir des recrues. Mais vous avez vu le président de Tottenham, il va jamais donner une recrue à ce gars-là. Voilà quoi. Donc on lui propose 300 millions pour Kane, le président de Tottenham il demande 350 quoi. C'est ce type de président. Donc il a laissé partir Lo Celso, voyez, 0 remplaçant. Donc voilà, il fallait s'y attendre. Je suis désolé pour lui. Ok, mais regardons encore ensemble donc, la synthèse de la grille pour nous permettre de passer de 11 à 14. Cette grille qui va donc être à valider avant 9h55 le dimanche 27 février. Je l'ai dit, 500 000 € pour ce loto foot 15. Alors, Lyon, Lille, le 1 et le N. 3, Marseille, le 2. Brest, Lorient, le 1 et le 2. Angers, Lens, 2 et N. Clermont, Bordeaux, le 1, le N et le 2. Metz, Nantes, le 2. Chelsea, Liverpool, le 2. West Ham, Wolverhampton, le 1. Augsbourg, Borussia Dortmund, le 2. Bochum, Leipzig, le 2. La Spezia face à la AS Roma, le N et le 2. Lazio Rome, Napoli, le 2. Le FC Séville et le Betis Séville, le 1 ou le 2. Et enfin, Barcelone, le 1. Voilà, messieurs, donc un petit mot de fin. En tout cas, moi, je continue donc à saluer tous ceux et celles qui nous suivent de plus en plus nombreux. Donc, à cette émission feuille de match, il y a encore sur Angelina encore. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, C'est bon. Ah, il est bon. Un petit mot, Patrice. Écoutez, je pense qu'on a de beaux championnats. Je pense que le foot est en train de reprendre son activité et surtout son objectif principal qui est de nous régaler, de nous rendre heureux. Et quand on voit les matchs comme Paris, Real et autres, ça ne fait que nous rendre le plus heureux possible. Et j'espère que les artistes vont encore nous régaler à l'avenir.
Alors Guillaume, le 13 ? On espère le 13 avant la fin du monde et puis on quitte le Covid et on espère pas retomber dans des mauvaises choses et on espère avoir notamment des beaux matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui vont pas tarder et j'espère qu'ils seront pas perturbés par l'actualité. Celui qui nous a démontré qu'il n'y a pas que le stade de Rochelet, mais il y a aussi le foot à La Rochelle, Maître d'Orange. Merci déjà de m'avoir invité. Alors je dirais aux détracteurs du football que ça fait plaisir quand on voit sur certaines régions du monde qu'il y a des obus, que heureusement dans nos stades il y aura de beaux buts. Ah, super. Excellent. Et sur ces mots, il faut couper la MOT, peuple Amalis. N'oubliez pas l'application, la feuille de match sur votre portable. Voilà, vous retrouvez toutes nos synthèses, toutes nos vies à chacun. Et puis, continuez à nous suivre, continuez à rester avec nous, passionnés du foot. Et puis, ce qui va suivre sur Aigle TV ne peut être qu'intéressant. Donc, bon fin de programme.